7h40. France Culture, les matins. Après le résultat des élections européennes en France, les commentaires qui suscitent de par le monde, de la presse internationale, de nos amis étrangers, l'heure est à l'analyse aussi pour savoir ce qui se passe tout bonnement en Europe aujourd'hui, une Europe qui serait menacée à l'Est par le conflit ukrainien. Avec toutes ces questions, l'Europe est-elle encore une union? A-t-elle encore un sens? La démocratie européenne fonctionne-t-elle encore face à l'épreuve du conflit armé? Est-elle assez solide pour parler de tout cela aujourd'hui? Nous avons décidé, en ce jour de l'Ascension, de prendre de la hauteur avec Régis Debray. Bonjour Régis Debray. Bonjour. Vous avez fini par vous asseoir, c'est bien, devant le micro. J'ai fini par être admis dans vos studios, surtout. Ah oui, on a failli ne pas vous laisser rentrer. Non, vous êtes un temple de l'information, n'importe qui peut pas rentrer, comme un profane comme moi. Mais enfin, on m'a laissé rentrer, je suis ravi. Vous gardez en fait toute l'aura que vous avez de l'ancien terroriste. Oui, peut-être, c'est vrai. Ça devrait vous flatter. Mais j'étais interdit de séjour aux États-Unis, je découvre que je le suis aussi à la maison de la radio. C'est un peu bizarre. Pas tout à fait, puisque vous êtes là. Attendez, vous êtes toujours interdit de séjour aux États-Unis? Oui, mais enfin. Oh mince alors. Ne revenons pas sur un passé qui me fait considérer comme un appui du terrorisme international. Donc merci de me recevoir. L'honneur est sauf aujourd'hui puisqu'il rattrapera tout ça. Gabriel Robin, bonjour. Bonjour monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de France, ancien directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, ancien conseiller de Valéry Giscard d'Estaing quand il était président de la République à l'Élysée pendant 5 ans et ancien ambassadeur auprès de l'OTAN. Nous vous écouterons, vous avez beaucoup de choses à nous dire et à livrer quelques-unes de vos analyses sur notamment la situation ukrainienne aujourd'hui. Mais peut-être pour commencer, et disais-je, tenter de prendre de la hauteur avec vous, Régis Debray, comme nous aimons le faire dans les matins de France Culture, quand une actualité est riche, est aussi chargée que celle-ci, tout de même, les élections européennes, le score du Front National, dans la foulée, l'explosion en plein vol, en tout cas, l'actualité compliquée autour de l'UMP, du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion, et puis de l'autre, après tout, un parti socialiste qui semble ne pas se porter très bien non plus. Comment analysez-vous ce moment-là, dont certains disent qu'il est le signe peut-être d'un déclin? Certains se souviennent de cette phrase de Paul Valéry au début des années 30, « Le corps social perd tout doucement son lendemain ». Oui, d'abord ne dramatisons pas trop. Le FN, c'est 10% des inscrits. Et puis n'en faisons pas trop vite, ce serait de la paresse intellectuelle, un repère de fascistes ou même d'extrême droite. Les choses sont plus compliquées. Non, moi je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la classe dirigeante reçoit la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire qu'elle a démissionné de ses missions fondamentales. Et je trouve ça un peu bête de vitupérer les conséquences sans envisager les causes de cette victoire relative du Front National. Je dirais que la classe dirigeante, et j'entends par là la classe politico-médiatique, je devrais d'ailleurs dire la classe médiatico-politique, puisqu'en démocratie d'opinion, c'est l'opinion qui dirige et la fabrication de l'opinion dirige non seulement la perception des choses, mais le gouvernement des hommes. Mais en tout cas, il y a une classe... Bon, enfin, vous nous mettez dans le même sac, quoi, si j'ai bien compris. Non, je vous mets pas dans le même sac. La preuve, c'est que vous voulez bien m'écouter et que vous voulez bien écouter Gabriel Robin, ce qui est tout à fait exceptionnel. Non, si vous voulez, c'est vrai que le personnel politique n'est pas très enthousiasmant. Celui qui tient le crachoir... à droite des voyous, à gauche des médiocres. Je ne parle pas des électeurs. Mais au-delà de ces considérations personnelles, voyons les choses en face. Et c'est d'ailleurs pour ne pas se regarder dans un miroir que la classe dirigeante commence à, je dirais, brandir le spectre du fascisme, etc. La droite a bazardé le gaullisme. Bon. Avocats d'affaires qui font du business. La gauche, elle a bazardé et le socialisme et la République. Qu'est-ce que la gauche? C'est l'union du populaire et du régalien. Le régalien, c'est la puissance publique, l'État. On sait bien qu'avec l'Europe telle qu'elle est, machine à déréguler, machine à privatiser, la puissance publique est à cuilla, comme on dit.
Quant au peuple, écoutez, le peuple, en 2005, il vote contre un traité inter-européen. 3 mois après, la dite classe dirigeante considère que tout ça est nul et non avenu. Donc, c'est plus en bas que ça se passe. Vous savez que c'est un anniversaire aujourd'hui, 29 mai 2014. Oui. Le 29 mai 2005, à la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Les Français avaient répondu majoritairement non à 55%. Oui, mais ça n'a pas empêché... On est jour pour jour. Oui, c'est intéressant, effectivement, cet anniversaire. Non, si vous voulez... Moi, je ne peux pas trop parler de la droite, c'est pas ma boutique. La gauche me navre, je dois avouer. Elle était mariée avec l'histoire et avec les idées. Elle est aujourd'hui mariée avec Voici, avec la com. Mariée même paxée, au sens conjugal du mot, souvent. Alors, il faudrait peut-être incriminer le mode de recrutement, le mode de vie, le mode de formation, je ne sais pas, mais il est certain qu'elle a perdu ses fondamentaux. Les fondamentaux, tant de la droite que de la gauche, ont été perdus. En sorte que on a laissé la nation, idée de gauche, aux nationalistes, et on a laissé le peuple, idée motrice, aux démagogues. Le peuple aux deux sens du mot, le peuple comme singularité collective, c'est-à-dire une nation, et le peuple comme classe, en gros, exploitée ou déshéritée, puisque dès qu'on parle du peuple, on est un populiste. Voilà. La nature et l'histoire, les sociétés ont horreur du vide. Est-ce que ça suffit ? Un certain nombre d'emblèmes, de drapeaux, de symboles étaient laissés par terre. Vient une formation née à l'extrême droite, qui se développe avec intelligence et qui ramasse tout ça qui était laissé tomber. Voilà. Nous n'avons que ce que nous méritons. Mais tout de même, c'est comme ça que vous expliquez donc votre Front National. Si je puis me permettre, Régis Debray, quand vous dites à droite des voyous, à gauche des médiocres, ça pourrait être un slogan, une formule qu'emploierait Marine Le Pen. Écoutez, je ne les mets pas tous dans le même sac et il y a des exceptions. Enfin, avouez que ce qui se passe tout de même depuis quelque temps est un peu navrant. Je n'ai jamais vu tant d'inconsistance à la tête de l'État. Je n'ai jamais vu... Et vous avez bien connu la tête de l'État, puisqu'à l'époque, vous aviez vos bureaux, vous avez eu votre... Oui, mais à l'époque, la gauche... Votre badge pour entrer à l'Élysée. À l'époque, la gauche était encore la gauche. Elle n'était pas francophobe. Elle ne craignait pas le peuple. Elle avait un mode de vie... Elle habitait un peu partout, elle fréquentait les ouvriers, les employés, ce n'était pas encore une fraction de la jet set. Donc, effectivement, c'est au nom de ce passé-là qu'il m'arrive de regretter cette sorte de trou noir dans laquelle la France se trouve, avec l'Europe d'ailleurs, qui est un trou noir dans le monde, et la France est un peu l'homme malade de ce trou noir. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne se reprendra pas, mais je voudrais simplement rappeler, puisque vous aviez parlé tout à l'heure de Valéry, non ? Un autre mot de Valéry. La pire faute en politique consiste à laisser en l'état ce qui doit disparaître, alors même qu'on s'attache à détruire ce dont la permanence et la raison d'être est la marque d'une civilisation. Détruire effectivement le principe d'indépendance d'une politique, détruire l'institution militaire, détruire l'institution scolaire, avoir honte de ce qu'on est, ne plus enseigner l'histoire dans les lycées, les collèges, abandonner la chronologie, se livrer aux sondages d'opinion et obéir au marché en tout. Bon, alors voilà, un jour tout ça va reparaître. Mais quand vous dites, ne dramatisons pas le Front National, c'est 10% des inscrits, n'en faisons pas un repère de fascistes. Le fait est que tout de même les observateurs, notamment étrangers, s'inquiètent et ça ou là... Ici et là, on s'inquiète tout de même de ce que pourrait devenir, au fond, une politique menée par le Front National à plus grande échelle. Regardez une des premières décisions du maire de Béziers et de vouloir réintroduire la blouse grise à l'école. Ils ont raison de s'inquiéter, bien sûr. Mais je répète que 10% des inscrits, ce n'est pas le peuple français. Voilà.
Le peuple français mérite mieux. Je voudrais avoir le sentiment de Gabriel Robin, qui après tout n'est pas sur le même échiquier politique que vous, Régis Debray, qui lui ayant fréquenté l'Élysée beaucoup du temps de Valéry Giscard d'Estaing, comment il observe et partagez-vous l'analyse de Régis Debray sur au fond ce qui serait, vient de dire Régis Debray, une déperdition des élites, une démission des élites. Mon analyse n'est pas tellement éloignée, mais moi je constate simplement qu'au cours des 10 dernières années, on a eu alternance de gauche, de droite, de gauche, et les Français constatent que c'est plus ou moins la même chose, et qu'en tout cas le résultat est le même. Et le résultat étant le même, ils vont chercher une troisième solution, qui se trouve être le Front National, parce qu'elle est là. Mais c'est une solution ? Et je n'en sais rien, mais elle est là et elle demande ce qui manque. Elle est pour la nation, alors peut-être qu'en effet ils sont mal pour la nation, mais enfin en tout cas ils disent qu'ils sont pour la nation, et ils commencent à montrer qu'ils sont aussi pour le peuple. Donc moi je ne sais pas ce qu'ils feraient au gouvernement, on ne les a jamais testés, mais ce qu'ils disent convient à remplir un manque. Alors nous verrons bien, mais moi je crois à un certain avenir, malheureusement. Je ne crois pas que ce soit un feu de paille. On a le sentiment, quand vous parlez de tout cela, Régis Debray, que vous parlez peut-être de personnes, de gens, d'un peuple qui serait orphelin de quelque chose. Oui, je crois, oui, bien sûr. Mais de quoi ? Il est orphelin de lui-même. de lui-même, il est orphelin de son histoire, il est orphelin de sa biographie, on l'a privé de ses attributs fondamentaux. Un peuple, c'est une singularité collective, il ne ressemble pas à n'importe quel autre. Quand vous supprimez, encore une fois, toute profondeur de temps, quand vous supprimez... Quand vous avez honte d'être ce que vous êtes et quand vous vous alignez systématiquement sur, en l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, puisqu'on va parler de politique étrangère avec Gabriel Robin, évidemment, vous avez un peuple qui est désillusionné, auquel on a vendu dans les années 80 ce qu'on peut appeler un mythe de substitution, qui était la construction européenne, qui pour les socialistes a représenté comme une bouée de sauvetage en renonçant au socialisme. Or, il se trouve que cette construction européenne est une déconstruction et de la République et la nation. Et des nations et des États, et donc reparaissent des féodalités, reparaissent des corporations, des égoïsmes, reparaissent tout un puzzle d'intérêts particuliers qui laisse l'État en l'air. Et donc, oui, effectivement, je crois qu'il faudra réfléchir non pas sur ce qu'on appelle une réorientation de l'Europe, ce qui est un peu comique quand on a simplement la 27e partie d'un capital collectif. On est un tout petit actionnaire. On ne va pas, en tapant du poing sur la table, modifier un cours qu'on ne maîtrise pas. Donc il va falloir simplement, repenser peut-être ce qu'est l'Europe. Bon, je crois que est-ce qu'il faut repenser les frontières ? Vous avez écrit un éloge des frontières il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est cette question-là, entre autres, qu'il faut résoudre ? Cette question des frontières de l'Europe. Il va falloir sauver l'idée d'Europe de la fin de l'Union européenne. Pour moi, c'est ça le problème. Puisque cette Union européenne qui n'en finit pas de finir, il ne faut pas qu'elle compromette l'idée de l'Europe. Je parle d'une idée d'une Europe européenne. Donc ça, c'est le vrai problème. Quant aux frontières, oui, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut aux frontières. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? C'est quelque chose qui distingue, mais pour relier. Car quand vous ne distinguez pas ce que vous reliez, vous annexez. Et donc, vous n'êtes plus dans une logique de réciprocité et de reconnaissance de l'autre, vous êtes dans une logique impériale. Donc, la frontière, oui, c'est le maintien des singularités et des reconnaissances mutuelles. C'est ainsi que je l'ai appris. Et la frontière est un fait vital. Il ne faut pas la considérer seulement au point de vue spatial, frontière territoriale. La frontière, c'est ce qui fait qu'un individu collectif peut exister.
que ce soit aussi bien une religion, une région, une nation, qu'une classe. Elle est aussi synonyme de clôture. Quand le mot frontière est employé par le Front National, il est question tout de même de dire qu'il faut fermer une frontière. C'est la notion de repli et de clôture. Vous écrivez que le mot clôture tire plutôt vers le haut. Il n'y a pas que les amoureux fervents et les savants austères que la clôture tire vers le haut. Mais êtes-vous bien sûr d'avoir la même définition de la clôture et de la frontière que celle de Marine Le Pen? Non, mais celle du cloître. Le cloître est un lieu fermé qui élève généralement vers le haut. La cellule de prison aussi, d'ailleurs. Mais ou les cours de lycée à l'ancienne. Mais ne confondons pas la frontière et le mur. La frontière, c'est ce qui empêche le mur. Le mur, c'est une frontière qui ne reconnaît pas l'autre. La frontière, c'est l'absence du mur, c'est ce qui permet, je dirais, de vous faire respecter de l'autre et de respecter l'autre. La frontière est le remède au mur. Allez en Palestine et vous comprendrez que la frontière, c'est l'antithèse du mur. Il y a un mur entre Israël et la Palestine parce qu'il n'y a pas de frontière. Quand il y en aura une, on pourra défaire ce mur. C'est en ce sens que j'entends l'idée de frontière. Je ne sais pas ce que Gabriel Robin... Oui, moi je partage tout à fait votre sentiment Gabriel sur la frontière, qui n'est pas simplement une séparation, une liaison, mais qui est aussi une limitation opportune. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller à l'extrémité de ces passions. Mais pour revenir à la France, je crois qu'elle est orpheline d'elle-même, en ce sens aussi que les Français se rendent bien compte qu'il y a une espèce de déclassement de leur pays en ce moment. Ils sont bien obligés de constater qu'ils comptent de moins en moins en Europe, qu'ils comptent de moins en moins en Occident, qu'ils comptent de moins en moins dans le monde. Il n'y a pas de politique étrangère commune, mais j'ai longtemps cru que c'était le simple vide. Et que le principal inconvénient qu'on pouvait y voir, c'est que ça tendait à réduire au silence les États. Mais je suis obligé de constater depuis quelques mois que c'est plus grave que ça. Cette politique étrangère inexistante est capable de faire des gros dégâts. Le cas typique est évidemment celui de l'Ukraine, où nous avons laissé faire l'administration de Bruxelles, la soi-disant politique étrangère de Bruxelles, qui a opéré de façon autonome, sous l'œil plus ou moins distrait des États membres. Et dans cette affaire-là, elle a fait d'énormes dégâts. Attendez, c'était quand même les Français, les Allemands et les Anglais et les Polonais, si je me souviens bien, qui ont été réglés l'affaire à Kiev. C'est pas Catherine Ashton qui a été... Enfin, c'est pas Catherine Ashton qui a pris ça en charge, c'est les Français, les Allemands et les Polonais qui sont directement intéressés. Mais vous êtes déjà à un stade très avancé de l'affaire, où ils viennent parce qu'il y a le feu. Mais qui c'est qui avait mis le feu en premier ? Les gens qui ne supportaient pas le régime précédent, peut-être, non ? On peut leur demander leur avis. Ce qui a été le déclic de la crise, c'est l'accord d'association. L'accord d'association entre l'Europe et l'Ukraine. C'est parce que, et c'est très curieux, et c'est typique des temps modernes. Mais qui a demandé cet accord, les Ukrainiens ou les Français, enfin les Européens ? Les deux, visiblement, puisque finalement... Et vous savez que tous les premiers ministres ukrainiens qui sont succédés depuis l'indépendance en 92 ont toujours accepté cet accord et l'ont poursuivi, cet accord de négociation. Sauf au moment où M. Yanukovych a dit non. Quand il est rentré de Moscou, où on lui avait proposé quelque argent pour dire non. Et c'est cette décision de Yanukovych qui a déclenché la crise. Nous sommes bien d'accord. C'est donc l'accord d'association qui est instrumental dans la crise. Et pourquoi est-ce qu'on voulait cet accord d'association ? Pourquoi est-ce qu'on l'a proposé à l'Ukraine ? Parce qu'on voulait faire pièce à la Russie. Il y a eu, à un moment donné, la Russie a proposé à l'Europe, il faudrait qu'on regarde, nous avons un projet d'union douanière, l'Europe a un projet d'union douanière avec l'Ukraine, il faudrait que ça s'arrange, qu'on en parle. La France, l'Europe a refusé en disant « moi je ne parle pas avec les Russes, c'est mon affaire avec l'Ukraine, etc. » Et nous avons dit aux Ukrainiens « il faut choisir entre votre accord avec Moscou et l'accord avec l'Europe. » Ils ont choisi l'Europe, visiblement. Ils ont choisi l'Europe, c'est plus difficile à dire que ça. Car en réalité, Yanukovych a finalement refusé au dernier moment. Il a dit non. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont accepté. Ce qui a accepté, à ce moment-là, la population s'est révoltée contre lui. La population s'est révoltée spontanément, bien entendu, mais malgré tout encouragée par l'Europe. L'Europe n'a pas été neutre dans cette affaire.
Enfin, il faut quand même dire que l'Europe a des accords d'association avec tous ses voisins et c'est une politique qui n'est pas dirigée contre la Russie. C'est une politique générale de l'Europe de faire des accords d'association. On ne peut pas dire... C'est vraiment avec le l'Ukraine Maghreb ou la Turquie, par exemple. Qui a été prise au piège de la Russie, mais sinon, l'Europe est relativement neutre, là, pour le coup. Gabriel Robin. L'Europe n'est pas neutre du tout dans cette affaire. Il suffisait d'entendre tous les gens qui allaient à Kiev soutenir les révolutionnaires de la place Maïdan. En réalité, il y avait une pointe anti-russe absolument évidente et vaguement l'espoir, qui était d'ailleurs pas si vague que ça et pas si vaguement dit, que la révolution se transmette également à Moscou. Il suffit de regarder pour voir. C'est comme ça. Ce serait une mauvaise chose pour l'Europe que Vladimir Poutine soit remplacé par un régime démocratique. Je ne me prononce pas pour le moment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je me cherche à savoir ce qui est et ce qui n'est pas. Et ce qui est, c'est qu'il y avait un conflit ouvert entre l'Europe de Bruxelles et Moscou. C'est comme ça. On a choisi. On a choisi cette bagarre. Bon, on a choisi cette bagarre. Et je dis qu'on a choisi cette bagarre en dépit du bon sens, car on a ignoré que l'Ukraine était un pays complexe, divisé. Bon. Que c'était un pays qui était mal gouverné et qui va le rester pendant un certain temps. Et enfin, c'est un pays qui n'est pas entièrement libre de ses mouvements extérieurs, qu'on le veuille. Bon, souveraineté limitée. Mais attendez, on n'est plus à l'époque du rideau de fer, on n'est plus à l'époque de l'Union soviétique. Partout. La souveraineté limitée, c'est terminé. Nous avons tous des souverainetés limitées. Chacun fait... Ah non. Oui. Chacun ne fait pas n'importe quoi. Nous, on peut voter pour ce qu'on veut. Les Américains ne vont pas nous envahir le lendemain matin. Oui, mais l'Ukraine a choisi d'être anti-russe. Mais c'est son choix. Non, c'est son choix. Ah non, mais c'est un choix. Mais bien entendu, c'est comme si l'Allemagne choisissait d'être anti-français. Ça serait son choix, ça serait très bien. Oui. Non, en réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Et par conséquent, il a fallu à un moment donné que les pays européens essayent de mettre le haut là, cette affaire. Enfin, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Pologne. Ils sont allés à Kiev. Ils ont négocié difficilement un accord avec Yanukovych et ils n'ont pas plutôt signé cet accord qu'il a été désavoué par la rue, parce que c'est la rue quand même. Il a été désavoué. Comme en 1789, quoi. Oui, c'est ça. Nous, les Français, on a une vieille tradition de soutien aux révolutions démocratiques. Aujourd'hui, c'est à peu près la première fois que dans un pays où il y a des élections, il y avait des élections en Ukraine. Et il avait été élu régulièrement, le monsieur Yanukovych, qu'on trouve si mal. L'Europe avait négocié avec lui pendant des années, ce monsieur qu'on trouve si tyrannique. Mais comme la France a toujours négocié avec les tyrans, Ben Ali, Moubarak, Tunisiens, pareil. C'est une vieille tradition française. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais ce qui m'étonne, c'est pas qu'on ait négocié avec un tyran. On fait ça tout le temps. Ce qui est nouveau, c'est que, ayant négocié avec un monsieur, dès qu'il refuse de signer, on dit « c'est un tyran ». C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on a découvert qu'il était un tyran. Parce qu'il avait été acheté par Poutine, qui lui a donné une fortune. Comme on sait maintenant, c'est un des hommes les plus riches. C'est ce que vous appelez acheter. Quand on donne une subvention, vous achetez les pays africains aussi, quand vous leur donnez de l'aide. Non, mais quand on donne de l'argent directement à un chef d'État pour qu'il renonce à une signature qu'il a donnée, qu'il négocie avec quelqu'un d'autre. Mais bientôt, nous allons demander aux Russes d'aider. Alors, attendez, est-ce qu'à ce stade-là, le débat qui entre vous, Gabriel Robin, et Brice Couturier, est-ce qu'il n'est pas du fait que vous déplorez peut-être vous, de votre côté, Gabriel Robin, et qui sait, je ne sais, Régis Debray, l'idée qu'il y ait eu, au fond, des définitions de ce qui s'est passé en Ukraine, peut-être un peu angélique et caricatural, où le bon aurait été représenté par Kiev et l'ouest de l'Ukraine, et où le mauvais aurait été représenté par son est et éventuellement donc la Russie, avec l'affaire de Crimée. Est sorti dans la livraison du mois de mai du débat un article fort intéressant de Olia Ostritchouk, qui est chercheuse postdoctorale à l'université d'Ottawa et qui fait un très long article, que je ne pourrais pas citer intégralement bien sûr, sur les dessous de la révolution ukrainienne, d'une contestation civique à une guerre identitaire. Et au fond, de rappeler que les régions de l'Ouest et Kiev
ont été surreprésentés au moment de la domination du nouveau gouvernement approuvé par Maïdan, et qu'on a peut-être un peu oublié qu'entre-temps, ce nouveau gouvernement-là et le mouvement initial de Maïdan n'était plus celui représenté aujourd'hui au pouvoir en Ukraine, et qu'il n'est pas forcément nécessairement plus progressiste que le camp Est et celui représenté par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est l'idée qu'on ait, au fond, peut-être un peu caricaturé la situation qui vous fait vouloir le démentir, ou qui vous met en colère, par exemple, Régis Debray, ou qui vous fait douter de l'action, du coup, diplomatique européenne et française? On n'est pas caricaturaux, on est amnésique. On oublie qu'il y a l'histoire derrière l'actualité. Et nous sommes devenus, je dirais, des néoconservateurs retardataires, puisque l'Amérique du Nord ne l'est plus. Mais nous voulons en découdre avec le mal. Moi, je regrette que Saint-Augustin n'ait pas gagné la bataille contre le manichéisme, finalement, parce que nous sommes le bien et eux, c'est le mal. C'est toujours ça, le mal. Alors, à force de ne pas prendre l'histoire, on fait des bourdes. L'histoire de l'Ukraine, pour la comprendre, 1054, le schisme orthodoxe. Deuxième élément clé, 1204, le saccage de Constantinople par les Latins. Troisième élément clé, Moscou, c'est la troisième Rome. Encore faudrait-il savoir ce que ça a été que la deuxième Rome. C'est Byzance. Mais on n'étudie absolument pas Byzance en France. Byzance lutte sur deux fronts, contre l'islam et contre les Occidentaux, ce que fait M. Poutine aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je constate que notre diplomatie se fourvoie parce qu'elle est inculte, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune idée de l'histoire des civilisations et des religions. Faut-il fermer Sciences Po et l'ENA? Moi, je crois que ce serait bien, parce que c'est tout de même une fabrique de gens incultes, dangereux donc, à ce titre. On pourrait peut-être simplement réformer. Mais ce que je veux dire, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la grande lutte du bien et du mal, qu'on appelle la lutte des néoconservateurs et qui est arrivée en France depuis une dizaine d'années, on oublie une chose fondamentale, qui est la notion d'intérêt national. Au moment où, dans le monde entier, que ce soit en Allemagne, en Amérique, en Inde et en Chine, la première chose dont un diplomate parle, c'est quel est mon intérêt national. En France, le mot est absolument banni, au bénéfice d'un moralisme un peu flou à la tête du client, parce que chacun sait que le moralisme n'a pas un standard unique, qui nous empêche, comme disait Gabriel Robin, de voir le monde tel qu'il est. Or, la diplomatie, ça a à voir avec les réalités. Mais les réalités, on ne veut pas les voir. Elles sont, comme je l'ai dit, historiques, culturelles. Et je crains que nous ayons... Attendez, les moments de la révolte ou de la révolution de la place Maïdan, c'est quand même aussi une réalité à prendre en compte. Un peuple qui décide de descendre dans la rue et de dénoncer une oligarchie qui se sert... Au moment où on prend en compte cette réalité, c'est-à-dire où elle envahit nos écrans et nos éditoriaux, on oublie qu'il y a une ligne Riga-Split qui coupe l'Europe en deux. D'un côté, vous avez les orthodoxes uniates, d'un côté, vous avez les orthodoxes uniates, c'est-à-dire l'espace, disons, polono-luthérien qui à l'ouest de l'Ukraine, et on oublie complètement qu'il y a aussi un espace orthodoxe à l'est de la ligne Riga-Split qui fonde l'Europe en deux et qui explique beaucoup de choses. Ah, donc vous ne voulez pas de la Bulgarie, vous voulez pas de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne, alors, parce qu'elles sont précisément de ce côté de l'orthodoxie dont vous nous dites qu'il doit revenir absolument à la Russie. Mais je n'ai pas dit cela. Je dis simplement que la carte des cultures ne correspond pas mécaniquement à la carte politique. La carte politique est récente, la carte des cultures est archaïque. Et au moment des grandes crises, on voit les archaïsmes revenir. Alors c'est vrai, il y a l'OTAN, l'Union européenne, etc. Mais il y a aussi des mémoires collectives, il y a aussi des plaques tectoniques. Excusez-moi, on les voit ressurgir très nettement. Au moment de la Yougoslavie, c'était très net. Donc il faut tenir compte de, je dirais... du relief temporel et pas voir les choses à plat dans l'actualité. Est-ce que ça veut dire qu'en tenir compte, il ne faut pas lire les journaux du tout? Est-ce qu'en tenir compte, cela veut dire, Régis Debray et Gabriel Robin, qu'il faut s'abstenir de toute volonté d'intervention, de tout commentaire? Mais absolument pas. Il faut prendre des positions qui ne soient pas des postures. C'est-à-dire qui n'aient pas pour objectif
d'être le bon élève de la classe occidentale et d'avoir de bons articles dans Libération, Le Monde et Le Figaro. Voilà, il faut avoir des positions claires et quand on manie le bâton, avoir un bâton entre les mains au lieu d'avoir une armée de plus en plus squelettique. Car quand vous agitez le bâton et que vous ne l'appliquez pas, vous vous discréditez tout simplement. Donc je note un discrédit croissant de la France dans le monde qui est de plus en plus... Pourquoi ? Parce que quoi, Gabriel Robin ? Parce qu'on parle mais qu'on ne fait pas grand-chose finalement ? Mais quand on s'engage dans une bagarre politique sur le plan international, il faut quand même essayer de mettre dans son jeu les cartes nécessaires pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Actuellement, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? Elle a fait le jeu de Poutine. En quoi ? Elle a permis à Poutine de récupérer la Crimée. Et elle a permis à Poutine de montrer qu'on ne gouverne pas l'Ukraine sans elle. Ça, si vous n'avez pas compris cette démonstration... On a laissé faire, vous voulez dire ? C'est pas qu'on a laissé faire, on a provoqué. On a cru qu'on était les plus forts. Et on a cru qu'à la moindre sanction, Poutine se dégonflerait comme une baudruche. Attendons la fin. Vous avez vu que l'économie russe est dans très mauvais état depuis les sanctions. Attendez la fin très tranquillement. Mais enfin, pour le moment, c'est lui. Et il a toutes les cartes en main. C'est comme ça, il a toutes les cartes en main. L'Ukraine et les Russes. Et les Russes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'Ukraine et les Russes ? Mais oui, et les Russes. Alors, non, pardon, je m'excuse. Ah bon, ça va un peu loin, là, quand même. La Crimée. Non, la Crimée est russe. Et il y a une grande différence. On demande toujours ce que va faire Poutine. C'est très simple ce que va faire Poutine. Il est clair qu'il fait une grande différence entre la Crimée et le reste. La Crimée, il estime que c'est définitif. Et il ne reviendra pas là-dessus, à mon avis. Enfin, nous verrons bien si, avec vos sanctions, vous irez plus loin que ça. Tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. Non, c'est ça, non, comme non, dans c'est l'OTAN, pas l'Union ça. soviétique. Non, mais évidemment, on peut caricaturer comme ça ne mène nulle part. Mais pour le reste, Couturier, vous poussez la russophobie un peu loin. Je voudrais signaler ce fait que nous avions beaucoup plus de rapports avec la Russie dans l'ère soviétique que nous en avons aujourd'hui. La coopération culturelle et technique, les visites de nos ministres des Affaires étrangères à Moscou ont été constantes, que ce soit sous Staline bien entendu, mais sous Brejnev aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus parler avec Poutine. Je regrette que les Allemands et les Français, après avoir été à Kiev, n'aient pas fait un petit saut à Moscou pour voir qu'est-ce que l'autre partie pensait. On se coupe de contacts essentiels pour des raisons... C'est ce que Hubert Védrine rappelle ici souvent le vendredi en disant qu'il faut toujours parler avec ses ennemis ou ses adversaires. Si on ne peut plus parler qu'avec les gens de notre bord, on ne va pas aller très loin. Alors fermons le Quai d'Orsay, une fois pour toutes. On peut aussi fermer le Quai d'Orsay après tout. Agnès Benassi-Carré. Je voulais juste rappeler qu'il était invité très bientôt. Aux cérémonies du débarquement. Il sera là. Donc je ne crois pas que ce soit coupé. C'est la moindre des choses tout de même. Il y avait des soldats russes dans le débarquement ? En Normandie, non ? Oui, mais enfin, écoutez, sans Stalingrad et le reste, il y aurait pas de débarquement. Attendez, je crois me souvenir qu'il y a eu 20 millions de morts en Union soviétique et que c'est l'armée rouge qui a brisé la colonne vertébrale de la Wehrmacht. Je crois me souvenir. Mais avant, cela se disait, cela ne se dit plus. Excusez-moi, c'est un fait. Bon, mais Gabriel Robin, pour essayer de comprendre ce que vous appelez au fond ce qui serait quoi, une panne de la diplomatie française ? Non, c'est pas une panne. C'est un manque d'idées ? Non, c'est un excès. Le point de départ, il y a la politique de voisinage qui est menée par la superstructure européenne de Bruxelles. Elle a concerné la Géorgie avec le succès qu'on a vu, et elle a exactement le même effet en Ukraine. Pour quel intérêt proprement européen ? Est-ce que l'Europe a intérêt à étendre sa zone d'union douanière jusqu'en Géorgie ou jusqu'en Ukraine ? Moi, j'en suis pas persuadé. En tout cas, je ne crois pas que ça vaille une guerre. Et d'ailleurs, on ne la fera pas. Par conséquent, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois vouloir aller gratter un peu la queue de l'ours et puis s'imaginer que l'ours ne réagira pas. Jusque-là, la Crimée était restée ukrainienne. Elle aurait pu le rester assez longtemps, à condition que l'Ukraine se tienne tranquille, qu'elle fasse comme la Finlande a fait pendant longtemps à l'ombre de Moscou. Mais si elle veut jouer aux petits soldats, elle va trouver un plus grand soldat qu'elle, et puis c'est tout. Alors on peut trouver que c'est malheureux, que c'est triste pour les grands principes, etc., que c'est immoral, mais en fait c'est comme ça, c'est le résultat.
Est-ce que, au fond, l'idée c'est de dire que le destin des Ukrainiens et du peuple ukrainien n'appartient qu'à lui et à lui seul, et qu'on n'y est pour rien dans cette histoire? Non, on peut aider, on doit aider. C'est un peu, je me fais le porte-parole, je cite l'article tout bonnement d'Olia Ustrichuk dans le débat sur les dessous de la révolution ukrainienne, qui dit beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, l'illustration post-révolutionnaire est très sélective, et elle préserve les partis soigneusement au pouvoir, et les oligarques qui ont rapidement déclaré à nouveau leur loyauté au pouvoir. Les intimidations dont sont victimes tous ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs nationalistes sont une nouvelle façon de prôner la liberté d'expression, dit-elle ironiquement. Les censures imposées aux médias accusés de velléités séparatistes, suivies du blocage des chaînes russes, ne produiront-elles pas un effet inverse? Bref, autant de questions sans réponse. La vérité, dit Olia Ustrichuk dans le débat, c'est qu'au fond, le grand perdant de cette crise, c'est le peuple ukrainien lui-même, dans toute sa diversité, manipulé, trompé par ceux qui le dirigent sans le représenter vraiment, dévoré par leurs ambitions politiques, ayant une mémoire courte de leurs promesses. Le défi de l'avenir ukrainien, c'est d'abord un défi interne. Il a tout à fait raison. Cessons d'idéaliser nos amis et de diaboliser nos adversaires. Enfin, les amis et les adversaires du moment. Il est évident qu'il faut laisser les Ukrainiens régler leurs affaires. On peut les aider. Ils viennent de voter. On peut les aider. Est-ce que vous reconnaissez le vote qui vient d'avoir lieu dimanche dernier? Ils viennent de voter, c'est dit, pour un oligarque qui ressemble comme oui, Boudou à ils ont voté. Hein. Ils ont voté, mais ils avaient voté pour Yanukovych aussi. Hein. Et on remplace un oligarque par un autre. Bon, très bien. Ça dit, c'est le roi du chocolat. Il y a déjà des un bon point. Mais écoutez, il y a une seule phrase de Mao Tse-tung, moi, qui mérite référence, parce qu'elle est fondamentale. La cause externe ne peut agir que par l'intermédiaire de la cause interne. C'est ce que les néoconservateurs américains et aujourd'hui français ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas faire le bonheur des peuples malgré eux, et on ne peut pas parachuter la démocratie avec des missiles. Cessons d'intervenir partout. C'est pas ce que nous faisons, franchement. Cessons d'intervenir partout. Cessons. La guerre en Afghanistan, on a vu ce que ça a donné. La guerre en Irak, on a vu ce que ça a donné. La guerre en Libye, on voit ce que ça donne. Attendons ce qui va se passer au Mali, mais cessons de nous croire les maîtres du monde. Nous ne sommes pas les maîtres du monde et nous devons au moins respecter l'identité des autres au lieu de leur imposer la nôtre. Essayons un peu d'être à l'écoute, essayons un peu de développer une carte du monde, essayons surtout de la mettre en relief. Tout ça n'est pas né il y a 10 ans, n'est pas né à la Révolution d'octobre, tout ça remonte à 2000 ans. Bon, opposition des Carolingiens et des Byzantins. Je m'excuse, c'est sur cette ligne qu'on se bat encore. On n'est pas dans Agnès Bella-Sicari, je vous vois bouillir, Agnès, c'est ne pas intervenir, bon sang de bois. Parce que vous êtes des militants, c'est très bien d'être des militants, mais essayez de... Parce que vous n'avez pas été militant peut-être, vous l'avez dit, à l'époque, vous étiez solidaire des peuples opprimés. Vous étiez solidaire des peuples opprimés. J'essaye de voir le monde tel qu'il est. Et vous ne l'êtes plus, vous dites. Je ne suis plus militant d'une cause. La seule cause qui m'importe, c'est la cause des peuples, si vous voulez, mais je veux d'abord savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelle langue ils parlent. Vous avez mentionné la lettre internationale. Formidable. Son directeur actuel est un ami. J'y écris avec bonheur. Problème, vous avez parlé de spiritualité commune. Problème de l'Europe, quelle est la langue commune? C'est ça le problème. C'est un point clé. La langue, c'est la traduction. D'accord. Et donc, je regrette qu'il n'y ait plus de... Mais il faut bien voir que si l'Europe parle anglais, elle n'est plus vraiment européenne. Voilà. Un dernier tout petit mot, on arrive au bout, Agnès Bella-Sicari. Je ne vois pas l'Union européenne comme ça. L'Union européenne, justement, n'a pas de pouvoir, n'a pas de volonté expansionniste. Au contraire, elle répond à des demandes. L'Ukraine a demandé un accord d'association parce que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Et on fait la même chose avec la Turquie, on fait la même chose avec plein d'autres pays. Et quand on va au Mali, c'est quand même plutôt sur demande que par volonté d'imposer quoi que ce soit. Et donc, je ne rentre pas vraiment dans cette logique-là. Que vous décrivez. Alors, pour terminer, le dernier mot, Gabriel Robin et Régis Debray. Gabriel Robin. Mais cet échec de l'Europe en Ukraine en dit long sur ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est une énorme baudruche, bien gonflée, bien brillante, et qui se dit, moi, je vais apporter les bienfaits de la civilisation à tout mon entourage, je vais aider, je vais gouverner, je vais pacifier, etc. Et qui croit qu'elle peut tout faire. Et puis quand elle tombe sur un bec, elle s'aperçoit qu'elle est impuissante. Elle est un espèce de mélange de puissance et d'impuissance qui est ultra dangereux. C'est un magasin, un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est vrai que mettre 5 mois pour décider d'envoyer 1000 hommes au Mali n'est pas vraiment la preuve
d'un acteur de l'histoire, mais de quelque chose qui est en train de sortir de l'histoire doucement. Peut-être y rentrera-t-elle un jour, mais il faut d'abord se défaire de l'Union européenne telle qu'elle est.